Alors, nous sommes avec nos invités et on est content parce que hier soir, on a été voir une belle pièce de théâtre à la Comédie Nation. Attends, c'est moi, je vais la nommer. Vas-y. Lorenzaccio. Ah oui, c'est dur Parce que tu me dire. disais au début de la pièce que tu avais des difficultés à prononcer. À la française, Lorenzaccio. Non, Lorenzaccio. Lorenzaccio. En Lorenzaccio, italien, on met à la accio française. pour faire le négatif du nom. Donc, comme on disait avec Eve, c'est Lorenzo le mauvais. D'accord. Mais en tous les cas, Lorenzaccio. le sujet, c'est la même chose. Michelaccio. Ou Lorenzaccio. Finalement, c'est pareil, quoi. Loredanaccia. Loredanaccia, si. Ça, c'est un peu dangereux quand même. C'est un peu dangereux. Voilà. Eve Lodenbach, bonjour, merci. Donc, vous êtes venue avec Nicolas Malron, qui est Lorenzo, qui est Renzo, hein, dans la comédie. Et puis également, nous avons Pascaline, qui est la boss, la directrice de la Comédie Nation. Pascaline Garneau. Et on en parlera. Garnaccio. On parlera avec elle de ce petit théâtre merveilleux qui est au 77 rue de Montreuil, parce qu'on en parle souvent. Et il y a souvent des spectacles italiens. Et donc, gentiment, souvent, elle permet de faire gagner des places. Et donc, ça ne doit pas forcément être facile de faire tourner des spectacles en ce moment. On sait que c'est compliqué. Donc, elle nous parlera de ça tout à l'heure. Mais là, Eve va nous parler donc de cette pièce qui se joue, on va déjà faire un peu de pub, hein, allez tout de suite. Ça se joue jusqu'au 4 avril. Alors, le mardi à 20h et le samedi à 21h. Donc, c'est tous les mardis et tous les samedis. Le mardi à 20h, le samedi à 21h. C'est au 77 rue de Montreuil, métro Nation ou Boulay-Montreuil. Et le téléphone, c'est le 01 48 05 52 44 01 48 05 52 44 pour avoir plus d'informations. Donc voilà. Donc c'est Eve, c'est t'appelais Eve, oui. Bien sûr. De toute façon, bon, c'est moi qui commande. Michelaccio. Voilà, c'est peut-être pas forcément évident de mettre en pièce cette histoire de Lorenzaccio qui parle de la Renaissance en Italie, d'une période difficile avec les Médicis. Donc peut-être que les Français en plus forcément ne connaissent pas trop. Pourquoi avoir choisi cette pièce-là ? Alors, c'est une pièce que j'ai étudiée au lycée, qui, pour moi, est c'est marrant parce que, excuse-moi de te couper, oui. mais on a l'impression que c'est une pièce qui est étudiée tout le temps au lycée, parce que moi, je connais aussi d'autres personnes qui me disent, c'est ça, l'an dernier. Je l'ai étudiée au lycée. C'est incroyable. C'est ça, l'an dernier, en fait. Et, c'est une pièce que j'ai étudiée au lycée et qui, pour moi, a été une vraie gifle. Là, tout d'un coup, j'ai entreaperçu la nature humaine avec ce qu'elle a de plus mauvais, de plus vil, de plus étrange. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la politique aussi. Et à l'époque, j'étais au Conservatoire d'art dramatique, donc en tant que jeune comédienne. Donc c'est une pièce qui m'a marquée par sa forme, par son écriture, évidemment. Le personnage m'a beaucoup touchée. Donc longtemps, quand on me disait, tiens, un personnage que tu aimerais interpréter, un personnage qui me touche beaucoup, c'est le Lorenzo de Musset. Alors bon, il a été créé par Sarah Bernard et beaucoup de femmes l'ont joué avant que... La première fois en 1896. Voilà, avant qu'un homme s'attelle à ce rôle-là. Et c'est une pièce qui est restée un coup de cœur jusqu'à aujourd'hui, que je relisais régulièrement, qui était toujours aussi présente. Bon, des fois, on a un coup de cœur, puis on se dit quelques années après, voilà, ça correspondait vraiment juste à une période de ma vie. Et donc, il y a 1 an et demi, je venais d'être opérée, donc dans ce moment où on est en convalescence, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Je relis encore cette pièce et puis je me dis, mais c'est pas... Enfin, la jouer, ce serait une erreur. Même jouer un autre rôle. En revanche, je pense que je peux faire une adaptation de cette pièce avec donc tout le parcours théâtral que j'avais et en faire une jolie histoire. Dans le même temps, il se trouve que je travaillais avec Nicolas Malron qui passait pas mal d'auditions et je le drivais un petit peu, puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais lui, en fait, il serait pas mal en Lorenzo. Il est beau en plus. Hein. C'est vrai qu'il il a le style un peu florentin, quoi. Hein. Merci beaucoup. Oui, il a l'air vraiment italien. Mais d'ailleurs, vous êtes tous les deux d'origine italienne, puisque Lorenzo, lui, j'entendais qu'il avait
un grand-père, je crois, qui était... Non, ça vient de beaucoup plus loin, en fait. C'est un ancêtre. Un très lointain ancêtre. Au XVIIIe siècle. Voilà, au temps des Médicis, il a eu quelqu'un à Florence. C'est un peu ça, oui. Par contre, Ève, toi, c'est beaucoup plus récent. Hein. Oui, moi, c'est du côté paternel, oui. Je suis à moitié sicilienne. C'est sicilienne. On lui a chanté Chouri Chour, et maintenant, elle ne connaît pas. Donc, Chouri, 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 tout l'anno. Il va falloir qu'on t'explique ce que c'est. C'est l'hymne national sicilien, en gros. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est d'écouter le prologue. Oui. Hein, voilà, pour se mettre bien dans l'ambiance. Et puis, tu nous expliqueras un petit peu quand même le thème pour que les gens comprennent. Parce que c'est vrai que si on arrive comme ça, directement, sans avoir un petit peu faire de recherche sur l'époque, sur qui est Lorenzaccio, les Médicis, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut un petit peu déjà faire un petit travail soi-même. Et puis, toi, tu vas nous expliquer un petit peu la trame. Là, on écoute tout de suite le prologue de Lorenzaccio. Florence était encore, il n'y a pas longtemps de cela, une bonne maison bien bâtie. Tous ces grands palais qui sont les logements de nos grandes familles en étaient les colonnes. Il n'y en avait pas une qui dépassât les autres d'un pouce, et elles se soutenaient à elles toutes. Mais il y a de par le monde 2 architectes mal avisés. C'est le pape et l'empereur Charles Quint. Ils ont jugé à propos de prendre une de ces colonnes, à savoir celle de la famille des Médicis, et d'en faire un clocher. Les Médicis nous dévorent comme une excroissance vénéneuse dévore un estomac malade. C'est un bâtard, une moitié de Médicis. Un butor que le ciel avait fait pour être garçon de boucher, qui couche dans le lit de nos filles, boit nos bouteilles, casse nos vitres. Et encore le péton pour cela. Et voilà, donc le prologue. On fait plein de questions aux comédiens pendant qu'il y a la musique. La musique, c'est une musique de création. Ève, oui, originale de Sébastien Dutertri. Oui. Voilà, on va écouter plus tard une chanson d'un concert qu'il avait donné à la Comédie Nation. Voilà, il a créé la musique pour tout le spectacle, effectivement. Elle est très suggestive, la musique. C'est bien de mettre de la musique aussi, des petits morceaux comme ça permet un peu de reprendre son souffle pour le spectateur, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des monologues qui sont durs, hein, ils sont importants, donc il faut être attentif, et voilà, il y a une petite musique après qui vient, ça permet de pas détendre l'atmosphère, mais de recevoir une petite virgule, ça permet de se ressourcer dans la pièce. Alors, est-ce que tu peux donner un petit peu, rapidement, le thème un petit peu de cette pièce pour que les auditeurs puissent comprendre où ça se passe, comment, pour qu'après, quand ils vont aller voir le spectacle, ils comprennent mieux. Oui, alors ça se passe en 1537 à Florence. Donc à ce moment-là règne le duc Alexandre de Médicis. Alors Alexandre de Médicis, pour rapidement faire une petite histoire de la famille des Médicis, elle est étroitement liée à l'histoire de Florence. Les Médicis ont régné, sans être nobles d'ailleurs, sur Florence pendant des siècles. Et ce qui est très, très je trouve intéressant et probant par rapport à aujourd'hui, ce sont des marchands qui sont arrivés par le système bancaire. La banque existait déjà, mais en développant le prêt, ils ont permis à des gens de s'offrir des choses dont ils n'avaient pas les moyens, tout simplement. Puis petit à petit, ils ont prêté aux dirigeants, au pape. Ils ont gagné du pouvoir. En créant la dette, ils ont investi dans des grands travaux. Ils ont embelli Florence. Florence est une des plus belles villes d'Italie. Ils ont apporté vraiment l'art dans la rue, notamment par les statues. Le début du Quattrocento, c'est ce qui est le plus... On parle souvent de la peinture à Florence, mais d'avoir toutes ces merveilles dans la rue. Ils ont rendu le peuple fier d'être florentin. D'être florentin. Et en ça, ils ont été très, très malins, puisqu'ils ont été très, très populaires, les Médicis. Bien qu'ils ne soient pas nobles, et bien qu'ils ne puissent pas prétendre vraiment à diriger la ville, ils se sont imposés comme ça, en prêtant, avec la dette aussi morale de les laisser installer au pouvoir.
Et bon, ça c'est sur 2 siècles, donc j'essaie d'être assez rapide. On va dire qu'ils ont eu un début de lignée assez intelligent, assez brillant. Et puis des descendants qui sont un petit peu reposés sur leurs acquis, parce que s'ils ont eu des aînés qui consultaient le peuple, notamment, on les consulte, mais en même temps, ils sont contents. Ouais. Voilà, ils vont dire oui, on leur met un peu de la poudre aux yeux, et puis, à d'autres moments, il y a un petit peu, il y a des référendums, hein, mais il y a la police autour qui, on va dire, qui fait, on va vous poser telle question, la réponse c'est ça. C'est très moderne. Il y a des pays un peu comme ça en ce moment. Voilà, c'est assez moderne. Et ils ont eu quelques descendants qui se sont dit on va faire ce qu'on veut, et puis le peuple, on va le laisser de côté. Donc à un moment donné, ils se font sortir de Florence, et ils reviennent quelques temps plus tard avec Alexandre de Médicis, qui est un bâtard. Qui n'a aucune légitimité sur le trône, mais qui, par une alliance faite entre Charles Quint, est posé sur ce trône, puisqu'il a épousé une des filles de Charles Quint, et qui, comme ça, dirige Florence, en accord avec Rome. Et il s'avère qu'Alexandre, c'est un homme qu'on a vraiment sorti du placard pour poser sur ce trône, parce qu'il sort de la lignée des Médicis. Puis il a imposé son pouvoir de manière autoritaire, quoi. En fait, moi je trouve plutôt que Alexandre, c'est un homme qui va être capricieux. Qui pendant des années on s'est pas occupé de lui, et puis là on s'est dit mais mince, c'est un descendant de Laurent le Magnifique. Pouvoir maintenant, ça y est. Il a le pouvoir capricieux. Après, historiquement, c'est plutôt son conseil qui gouverne. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que celui qui va lui succéder, lui, on croyait, donc comme de Médicis, on pensait que c'était un homme de paille, un gentil garçon qui allait pas faire grand-chose, et il s'est avéré beaucoup plus assoiffé de pouvoir et beaucoup plus décisionnaire qu'Alexandre de Médicis. Mais Alexandre est vraiment le symbole de la luxure, du pouvoir abusé, d'une certaine tyrannie. Et Lorenzo, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est qui Lorenzo dans tout ça? Alors, c'est qui Lorenzo dans tout ça? C'est son cousin qui, lui, aurait pu prétendre au trône, était légitime, n'était pas de la bonne lignée, mais Lorenzo, c'est un jeune homme qui est idéaliste, pur, qui petit à petit s'ouvre et comprend, voit ce que l'humanité a de plus laid, et a envie de tuer un tyran. Au départ, il est quand même un peu il est un peu effacé, hein. Il est pas, personne ne croit vraiment à ce qu'il dit. Tout le monde rigole un peu de lui, quoi. Oui, en fait, il s'est complètement infiltré. Il est devenu un peu le bouffon du roi. Tout à fait. Il joue ce double jeu pour être plus proche de celui qu'il espère tuer. Pour essayer de changer un peu les choses, hein, il faut dire la vérité. Mais on dira peut-être pas la fin. Mais ça se termine peut-être pas forcément comme il voudrait. Mais c'est très inspiré de Machiavel. En fait, Musset, le véritable Lorenzino de Médicis, était très inspiré de la pensée de Machiavel. Donc, si on résume très très vulgairement, la fin justifie les moyens, mais surtout. Surtout à l'époque. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que Machiavel parle des péchés des princes. C'est pour ça que j'ai surtitré « Ou le péché des princes », et dit voilà pourquoi en Italie, à l'époque, on n'arrête pas de sortir on n'arrive pas, à sortir des guerres en Italie. Il dit pourquoi les princes dirigent mal, quel péché commettent-ils? Alors il se moque un petit peu de la religion. Il dit on est sclérosé par rapport à la religion qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et du coup on n'avance pas. On joue un rôle très très important. Absolument. Du coup les hommes n'avancent pas, ne font rien, et il faudrait considérer la notion de bien et de mal, se dire qu'est-ce qui va vraiment faire du bien à la société. Et dans tous les... Donc il dit, c'est une question de moment, de fortuna, et on jugera après coup si c'était une bonne ou une mauvaise action. Dans les péchés, il y a la ignaria, dit la paresse. L'invidia. La paresse aussi qui fait partie de la paresse, de ces péchés. Qui est à peu près le même mot pour dire la lâcheté, je crois, en italien. Et dit voilà, les princes sont lâches, ne se battent pas pour leur cité.
À l'époque, ce sont beaucoup des... Ils se reposent sur leur laurier un petit peu comme... à l'époque, ce sont des mercenaires. C'est pas vraiment des armées de la ville qui vont aller se défendre. Et donc, c'est complètement le thème de Musset. Là apparaissent des hommes qui s'endorment, qui ne font rien. Mais surtout, je voulais dire quelque chose. J'étais surprise par le choix d'avoir des vrais costumes de l'époque. Enfin, c'est pas peut-être des vrais costumes, mais c'est vrai que soudain, on rentre à la Comédie Nation, on voit la pièce et boum, on est parti ailleurs aussi grâce aux costumes. Tous les comédiens ont un costume travaillé. C'était un choix? Oui, de faire une vraie belle création costume. Donc, 2 costumières merveilleuses ont travaillé sur cette création et vraiment du début à la fin. C'est pour ça qu'il y a une si belle cohérence. Donc, Pétronie Salomé et Lou Delville, ont fait ce très beau travail. Donc voilà, si vous voulez aller voir la pièce, vous serez charmé par les costumes et soudain vous serez en Italie, l'Italie del Rinascimento. Et puis il y a aussi un travail de masques et de marionnettes, effectivement. Oui, un travail de masques et de marionnettes. Alors l'originalité, c'est que c'est une pièce normalement qui dure 6 heures, où il faudrait des chevaux, des centaines de figurants. Donc, dans mon parti pris, en fait, je suis le destin de 3 hommes d'Alexandre de Médicis, donc le tyran, Lorenzo, et d'un 3e homme qui est Philippe Strozzi, qui pourrait être le chef des Républicains, qui pourrait amener une politique idéale, mais qui n'en a pas l'occasion, qui n'a pas la fortuna, comme on disait tout à l'heure. Et tout le chemin, c'est qu'en fait, Lorenzo et Philippe devraient être le duo d'enfer qui puisse libérer Florence d'Alexandre. Mais les aléas. Personne n'a le courage d'aller au bout. Il y a une question de courage, mais aussi de rebondissement, d'aléas, de choses. Tout est tellement imbriquement lié que agir est très compliqué. Et ce tout, le reste du monde, je l'ai personnifié par une seule comédienne une femme qui fait tout. Qui fait tout. Qui est très rigolote et qui amène beaucoup d'esprit dans cette pièce. Nous avons les 3 personnages principaux interprétés par des hommes, ils sont des vrais pilons de la pièce. Et après, il y a cette fille qui est magnifique, enfin tout le monde est magnifique, de très bons comédiens, mais en fait cette fille, elle amène beaucoup d'esprit, elle joue plein de personnages différents et ça nous permet un tout petit peu de tomber en Italie, c'est l'esprit italien, il y a beaucoup de choses qui se passent, elle interprète 2 personnages qui font une lutte sur scène, donc elle fait les 2, c'est très rigolo à voir, il y a les marionnettes, elle anime les marionnettes aussi. Donc moi j'ai trouvé ça... la mise en scène est très originale, je trouve. Oui. Mais là, quand elle anime les marionnettes, en fait, ce sont 2 sœurs, les 2 sœurs qui ont élevé Lorenzo, donc dans un même costume, elles sont siamoises. Elle fait du mime aussi quand elle interprète la famille Strozzi. Donc je suis vraiment partie du corps, de dire c'est le corps maternel qui est un seul tout. Donc pour Lorenzo, le corps Strozzi avec la même personne qui fait hop hors mime, qui devient tous les personnages. Et puis les masques, oui, c'est vrai aussi normalement la pièce s'ouvre sur un carnaval. Oui, d'ailleurs au début on voit ça. Voilà, ils sont masqués, mais bon, c'est toute la dualité des personnages, tous les faux semblants. En tout cas, il y a une belle mise en scène. On a parlé pas mal de la pièce, mais dedans, il y a un grand personnage qui est Lorenzaccio et qui, dans la vie réelle, s'appelle Nicolas Malrone. Alors, Lorenzaccio, donc c'est vous, le gentil méchant, le méchant gentil. Justement, c'est une question très très complexe. Est-il gentil, est-il méchant? C'est pour ça que quand Ève m'a proposé ce rôle, mon premier réflexe a été de dire non. Ouais. Parce que c'est un personnage que je n'aimais pas, ça ne correspondait pas à mes, on va dire à mes idéaux de héros, on va dire. C'est pas comme ça que je définissais un héros. Je préférais plutôt quelqu'un haut en couleur comme Cyrano, qui raconte pratiquement la même histoire d'ailleurs. Cyrano de Bergerac raconte pratiquement la même histoire que Lorenzaccio de Musset. Et finalement, en relisant la pièce et en comprenant, parce qu'il y a eu une prise de conscience politique aussi à ce moment-là qui s'est faite chez moi, j'ai compris que tout n'était pas blanc ou noir, justement, qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes frontalement. Il fallait souvent
user de perfidie. Il faut utiliser les armes de ceux que l'on veut affronter. Et finalement, j'ai trouvé que Lorenzo était quelqu'un de tout à fait génial dans sa démarche. Enfin, Il est actuel, quoi. Et courageux, oui. Avec Voilà, les gens d'aujourd'hui, leurs faiblesses, leur courage. Voilà, et C'est puis très Les actuel. doutes. Ah Oui, oui, les voilà. doutes aussi. Leurs ouais, doutes. bien sûr. Voilà. les doutes, et puis Donc- comment agir, en fait, surtout. Quelle est la meilleure façon d'agir? Et puis Lorraine, Mais dans la- finalement, il est quand même pas si mou que ça, donc, puisque Non. finalement, il agit. Bon, ça se passe pas comme il voudrait, mais finalement, ce gars-là qui est laissé un peu pour compte, eh bien, à la fin, il agit. Mais Même à la fin, avec ses doutes, je trouve la scène très bien. Il est dans la chambre, il attend en fait le duc et Il répète. et finalement il fait des répétitions et c'est très sympathique. On se retrouve finalement les doutes humains que tu avais, tu as pu les remettre sur scène dans ton travail de comédien, ce qui est très bien. Bien sûr, et puis après, l'objectif, c'est quand même le meurtre, donc fantasmer un meurtre, y réfléchir, oui, c'est quelque chose. Vouloir passer à l'action, évidemment, il y a comme comme une barrière nette qui se fait, puisqu'on ne peut pas se débarrasser de cette morale. Ouais, c'est une bataille pour lui terrible, quoi, avec Oui. tout ce qui est... Parce que c'est enfin, on pense que lui, dans sa tête, il a toujours été gentil, quelque part. Encore que à Rome, il a été aussi... il a eu des problèmes. Donc, Disons que Rome a été la grande répétition de son œuvre, en fait. Il est passé à Rome d'abord, avant d'aller à Florence. Mais comme justement, Rome, c'était pas une cité, on va dire, libre de morale, comme c'était la cité du Vatican et qui était régie par la morale catholique... être un débauché entouré de bigots, c'est assez compliqué. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un bout du texte? Est-ce que Bien sûr. ça serait sympa? J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice, comme un enfant de 10 ans marche dans l'armure d'un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. J'entrais alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant, tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra sa monstrueuse nudité. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont et je me suis dit, pour qui est-ce donc que je travaille? Quand je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi et me demandais, quand j'aurai fait mon coup, celui-là en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet. Je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. J'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée. J'attendais toujours que l'humanité me laisse avoir sur sa face quelque chose d'honnête. Merci. Super, merci. Merci. Voilà, Donc, c'est la Comédie Nation. La Comédie Nation, 77 rue de Montreuil.